La République de Platon, livre 4e, suite. Et une fois que notre cité aura bien pris son élan, elle ira s'agrandissant comme un cercle, car une éducation et une instruction honnêtes, quand on les préserve de toute altération, créent de bons naturels, et d'autre part, d'honnêtes naturels ayant reçu cette éducation, deviennent meilleurs que ceux qui les ont précédés, sous divers rapports, et entre autres sous celui de la procréation, comme cela se voit chez les autres animaux. C'est naturel. Donc, pour le dire en peu de mots, il faut que ceux qui ont charge de la cité s'attachent à ce que l'éducation ne s'altère point à leur insu, qu'en toute occasion ils veillent sur elle, et avec tout le soin possible prennent garde que rien de nouveau touchant la gymnastique et la musique ne s'y introduise contre les règles établies, dans la crainte que, si quelqu'un dit « les hommes apprécient davantage les chants les plus nouveaux », on imagine peut-être que le poète veut parler non d'air nouveau, mais d'une nouvelle manière de chanter, et qu'on en fasse l'éloge. Or, il ne faut ni louer ni admettre une telle interprétation. Car il est à redouter que le passage à un nouveau genre musical ne mette tout en danger. Jamais, en effet, on ne porte atteinte aux formes de la musique sans ébranler les plus grandes lois des cités, comme dit Damon, et je le crois. Compte-moi aussi, dit Adimante, parmi ceux qui le croient. Donc c'est là, se semble, dans la musique, que les gardiens doivent édifier leur corps de garde. Certes, le mépris des lois s'y glisse facilement sans qu'on s'en aperçoive. Oui, sous forme de jeu et comme s'il ne faisait aucun mal. Et réellement, reprit-il, il ne fait rien d'autre que s'introduire peu à peu et s'infiltrer doucement dans les mœurs et dans les usages. De là, il sort plus fort et passe dans les relations sociales. Puis, des relations sociales, il marche vers les lois et les constitutions avec beaucoup d'insolence. Socrate, jusqu'à ce qu'enfin il bouleverse tout chez les particuliers et dans l'État. Soit, dit-il, en est-il vraiment ainsi ? Il me le semble. Par conséquent, comme nous le disions en commençant, ne faut-il pas que nos enfants participent à des jeux plus légitimes ? Si leurs jeux sont déréglés, eux le seront aussi, et il ne se peut qu'ils deviennent en grandissant des hommes soumis aux lois et vertueux. Sans doute. Lors donc que les enfants jouent honnêtement dès le début, l'ordre au moyen de la musique pénètre en eux, et au rebours de ce qui arrive dans le cas que tu citais, il les accompagne partout, accroît leur force, et redresse dans la cité ce qui peut s'y trouver en déclin. C'est vrai, dit-il, et il retrouve ces règlements qui paraissent de peu d'importance et que leurs prédécesseurs avaient laissé tomber en désuétude. Lesquels ? Ceux qui ordonnent aux jeunes gens de garder le silence quand il convient en présence des vieillards, de les aider à s'asseoir, de se lever pour leur faire place, d'entourer ses parents de soins, et ceux qui concernent la coupe des cheveux, les vêtements, les chaussures, la tenue extérieure du corps et autres choses semblables. Ne crois-tu pas qu'ils retrouveront ces règlements ? Je le crois. Mais à mon avis, il serait simpliste de légiférer sur ces sujets, car les ordonnances prises, orales ou écrites, n'auraient point d'effet et ne pourraient être maintenues. Comment le seraient-elles ? Ce qui paraît sûr, Adimante, repris-je, c'est que l'élan donné par l'éducation détermine tout ce qui suit. Aussi bien le semblable n'appelle-t-il pas toujours son semblable ? Certes. Et nous pourrions dire, je pense, qu'à la fin, cet élan aboutit à un grand et parfait résultat, soit en bien, soit en mal. Assurément. Voilà pourquoi je n'irai pas plus loin et n'entreprendrai pas de légiférer là-dessus. Et avec raison. Mais par les dieux, que ferons-nous en ce qui concerne les affaires de l'agora, les contrats que les citoyens des diverses classes y passent entre eux, et si tu veux les contrats de main-d'œuvre ? Que ferons-nous en ce qui concerne les injures, les voies de fait, l'introduction des instances, l'introduction des instances, l'établissement des juges, l'institution et le paiement des taxes qui pourraient être nécessaires sur les marchés et dans les ports,
et en général la réglementation du marché, de la ville, du port et du reste. Oserons-nous légiférer sur tout cela? Il ne convient pas, répondit-il, de faire de telles prescriptions à d'honnêtes gens. En effet, ils trouveront aisément d'eux-mêmes la plupart des règlements qu'il faut établir en ces matières. Oui, mon ami, dis-je, si Dieu leur donne de garder intactes les lois que nous avons énumérées plus haut. Sinon, reprit-il, ils passeront leur vie à faire un grand nombre de pareils règlements et à les réformer, s'imaginant qu'ils mettront la main sur le meilleur. Tu veux dire qu'ils vivront comme ces malades que l'intempérance empêche de quitter un mauvais régime? Parfaitement. Certes, ces gens-là passent leur temps de façon charmante. Se soignant, ils n'aboutissent à rien, sauf à compliquer et aggraver leur maladie, et ils espèrent chaque fois qu'on leur conseille un remède que grâce à lui, ils deviendront bien portants. En effet, dit-il, ce sont là les dispositions de ces malades. Mais quoi, poursuivis-je, n'est-ce pas chez eux un trait charmant qu'ils considèrent comme leur pire ennemi, celui qui leur dit la vérité, à savoir que tant qu'ils ne renonceront pas à s'enivrer, à s'emplir de nourriture, à se livrer au libertinage et à la paresse, ni remède, ni cautère, ni coupure, ni incantation, ni amulette, ni autre chose du même genre ne leur serviront de rien. Ce trait n'est pas charmant du tout, observa-t-il, car il n'a point de grâce à s'emporter contre celui qui donne de bons conseils. Tu n'es pas, ce semble, un admirateur de ces hommes-là. Certes non, par Zeus. Donc, tu n'approuveras pas non plus la cité tout entière qui agit comme il vient d'être dit. Car ne te semble-t-elle pas faire la même chose que ces malades, les cités mal gouvernées qui défendent aux citoyens, sous peine de mort, de toucher à l'ensemble de leur constitution, alors que celui qui sert ses citoyens de la manière la plus agréable et les flatte, empressé à devancer, à prévoir leurs désirs et habile à les satisfaire, et traité d'hommes vertueux, de sages profonds et honorés par elles? C'est la même chose, reconnut-il, qu'elles font, à mon sens, et je ne les approuve nullement. Mais que dire de ceux qui consentent et qui s'empressent même à servir de telles cités? N'admires-tu pas leur courage et leur complaisance? Si, exception faite de ceux qui se laissent tromper et se croient de vrais politiques parce qu'ils sont loués par la multitude. Que dis-tu? Tu n'excuses pas ces hommes? Crois-tu donc qu'une personne ne sachant pas mesurer à qui nombre d'autres personnes dans le même cas diraient qu'elle a 4 coudées pourrait s'empêcher de penser que c'est là sa mesure? Non, avoua-t-il, je ne le crois pas. Par conséquent, ne t'emporte point contre eux, car ils sont les plus charmants du monde, ces hommes-là. Ils font des lois sur les sujets que nous avons énumérés tout à l'heure et les réforment, s'imaginant qu'ils parviendront à mettre fin aux fraudes qui se commettent dans les contrats et dans les affaires dont nous avions parlé tantôt. Ils ne savent pas qu'en réalité, ils coupent les têtes d'une hydre. Effectivement, dit-il, ils ne font pas autre chose. Pour moi, repris-je, je n'aurais pas pensé que, dans une cité mal ou bien gouvernée, de véritables législateurs dussent se mettre en peine de ce genre de lois. Dans la première, parce qu'elles sont inutiles et de nul effet. Dans la seconde, parce que n'importe qui en trouvera une partie et que l'autre découlera d'elle-même des institutions déjà établies. Que nous reste-t-il donc encore à faire en législation, demanda-t-il. Je répondis, à nous rien, mais à Apollon, au dieu de Delphes, il reste à faire les plus grandes et les plus belles et les premières des lois. Lesquelles? Celles qui regardent la construction des temples, les sacrifices des dieux et des héros, l'ensevelissement des morts et les cérémonies qui nous rendent leur manne propice. De cela, en effet, nous n'avons la science. Aussi, fondant la cité, devons-nous n'obéir à personne. D'autres, si nous sommes sages, n'y prendre d'autre guide que celui de notre patrie. Or ce Dieu en de pareilles matières est le guide national de tous les hommes, puisqu'il rend ses oracles assis sur l'omphale au centre de la terre. Tu as raison, dit-il, c'est ainsi qu'il faut faire. Voilà donc ta cité fondée, dit Ariston, repris-je. Maintenant, prends où tu voudras une lumière suffisante,
Appelle ton frère, Polémarque et les autres, et examine s'il nous est possible de voir où réside en elle la justice ou l'injustice, en quoi elles diffèrent l'une de l'autre, et laquelle des deux doit posséder celui qui veut être heureux, qu'il échappe ou non au regard des dieux et des hommes.